Comment queue de verre s'est-il retrouvé chez la famille Weasley? Qu'est-il arrivé à Hagrid après la bataille de Poudlard? Est-ce que Severus Rogue avait déjà tué quelqu'un avant Dumbledore? Salut mes petits moldus, c'est vous savez qui, et bienvenue dans une nouvelle session de ce que vous aimez tant, les questions sans réponse dans Harry Potter. Je vous comprends, moi aussi j'adore faire ça. Trouver des zones de flou, des incohérences, des choses qui sont toujours en suspens presque 20 ans après la sortie du dernier roman. Et cette fois-ci, il y en aura pour tous les goûts. Des questions sans réponse dans les films, des questions sans réponse tout court. Parfois j'aurai la réponse et parfois il faudra qu'on la trouve, qu'on débatte ensemble. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Plus les épisodes s'enchaînent, plus je dois travailler pour arriver à quelque chose de pertinent. Heureusement, j'ai pu compter sur le sponsor de la vidéo Opera, le meilleur navigateur pour travailler ou consommer du contenu en ligne. Si vous êtes du genre à faire tout à la fois, ou à regarder très souvent des vidéos sur internet. Pour mes recherches, Opera m'a permis notamment de séparer mon écran jusqu'à 4 onglets pour comparer mes sources. On peut organiser son écran comme on le veut, verticalement, horizontalement, il suffit de glisser vos onglets vers le bas, et c'est parti. Et pour mes sources vidéo ou pour me divertir en même temps, j'ai utilisé les fenêtres vidéo détachables. Vous pouvez déplacer la fenêtre où vous voulez, même en dehors de votre navigateur. C'est super pratique pour continuer ses recherches ou pour démarrer une nouvelle tâche, sans perdre de vue ce que l'on regarde. C'est une autre grande force d'Opera, il permet de regarder du contenu sur Internet de façon agréable. Son bloqueur de publicité est accessible facilement et nous offre une lecture sans interruption. Utilisez ces thèmes sombres aussi pour protéger vos yeux de la fatigue. Couleurs, sons, animations, jouez avec une infinité de combinaisons pour créer votre espace à vous. La barre latérale d'Opera permet également de rester connecté avec nos amis en gardant nos réseaux sociaux à portée de clic. Pas besoin d'onglets ni d'applications supplémentaires. Opera est un navigateur 100% gratuit et votre meilleur allié pour regarder et travailler sur des projets vidéo. Testez-le dès maintenant, le lien est dans la description et c'est une belle façon de soutenir mon travail. Maintenant que c'est fait, on a du pain sur la planche, c'est parti. Comment Voldemort a-t-il créé les Inferi? Dans la 6e aventure, on apprend que Voldemort a créé des Horcruxes. Il a séparé son âme en plusieurs morceaux et les a dissimulés à l'intérieur d'artefacts puissants, ce qui le rapproche un peu plus de l'immortalité. Il ne peut pas mourir complètement tant que tous ces objets n'ont pas été détruits. Juste après, Dumbledore emmène Harry à la recherche de l'un d'entre eux, le médaillon de Serpentard, qu'il a localisé dans une caverne. Une fois sur place, et après avoir passé plusieurs épreuves pour atteindre l'objet, nos héros sont attaqués par des cadavres qui sortent de l'eau. Mais d'abord, une question laissée sans réponse pour ceux qui n'ont vu que le film, c'est quoi ces créatures? Dumbledore n'a pas le temps de faire un petit cours express. Ce sont des Inferi, des cadavres humains qu'un sorcier a ensorcelés pour leur faire accomplir ce qu'il veut. Pour cela, le sorcier doit réaliser une magie noire particulièrement puissante et sordide. Après cela, les cadavres deviennent comme des marionnettes qui ne s'animent que pour accomplir le but fixé par leur créateur. Ils sont insensibles à la douleur, aux émotions, et il n'y a que le feu qui peut les détruire définitivement. Lorsque la tâche qui leur a été confiée n'est pas accessible, les Inferi retournent à leur état de cadavres. C'est pour ça que ceux de la caverne ne se réveillent que lorsque nos héros touchent leur crux. Leur objectif n'est pas d'empêcher les ennemis de Voldemort de s'en approcher, mais surtout d'empêcher quiconque de sortir de la caverne. Mais la question que l'on se pose toujours, même dans les romans, c'est qui sont toutes ces personnes que Voldemort semble-t-il tuer? Pour trouver la réponse, il faut aller chercher du côté d'un article sur les Inferi, écrit par J.K. Rowling pour Pottermore, après la fin de la saga. C'est là qu'elle explique qu'il s'agit en grande partie de vagabonds moldus, des sans-abri que Voldemort a assassinés. Il y a aussi parmi eux quelques sorciers et sorcières portés disparus depuis, sans explication. D'ailleurs, j'aime beaucoup le passage du livre où Dumbledore fait, sans le savoir, une référence à ce qu'il attend à la fin de l'année. Lorsque Harry raconte à Dumbledore qu'il a lu le terme Inferi mais qu'il ne sait pas ce que cela veut dire, le directeur lui explique. Il ajoute que, lors de la première guerre des sorciers, Voldemort en a créé tellement qu'il aurait pu en faire une véritable armée. Oui, c'est bien le cas, Albus. Est-ce que le poste de professeur de défense contre les forces du mal est toujours maudit? Chaque année, lorsque Harry revient à Poudlard, il découvre qu'un nouveau professeur de défense contre les forces du mal a été nommé. Il faut dire que ce poste attire les ennuis. Le professeur Quirrell avait un colocataire un peu envahissant et il est mort en tentant de s'emparer de la pierre philosophale. L'année d'après, c'est Gilderoy Lockhart qui perd la mémoire après sa mésaventure dans la chambre des secrets. Lorsque son secret est révélé aux autres, Rémus Lupin est contraint de quitter son poste, Maugrey Folleuil était en réalité un imposteur, Dolores Ombrage est abandonné par le ministère, et Rogue tue le directeur avant de s'enfuir. Bref, difficile d'obtenir un CDI pour ce poste. Ce que ne savent pas ceux qui n'ont vu que les films, c'est qu'il y a une raison à tout ça. Dans l'un des souvenirs que Harry découvre dans le 6e roman, il apprend que Voldemort a essayé d'enseigner à Poudlard.
Il rencontre Dumbledore pour obtenir le poste de professeur de défense contre les forces du mal, mais le directeur refuse. Dumbledore n'est pas dupe et il est persuadé que Voldemort a d'autres raisons de vouloir revenir au château. Et c'est bien le cas. Il profite de ce passage à Poudlard pour cacher le diadème de Serre d'Aigle dans la salle sur demande. Mais on ne refuse rien à Lord Voldemort. Dumbledore explique à Harry que c'est depuis qu'il lui a refusé le poste que personne n'a su le garder plus d'1 an. Mais du coup, est-ce que la malédiction a continué après la mort de Voldemort ? Ou est-ce qu'elle s'est éteinte avec lui ? Est-ce que ce type de magie nécessite qu'elle soit levée volontairement par quelqu'un ? Ou est-ce qu'elle s'efface quand celui qui l'a lancée n'est plus là ? Dans les romans, on ne sait pas vraiment. On n'a aucune information sur les professeurs qui se sont chargés de cette matière après la bataille de Poudlard. Même dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, il n'y a qu'un moment où Hermione est à ce poste, mais c'est dans une réalité alternative. Pour trouver la réponse, il faut fouiller dans une interview de J.K. Rowling qui date de 2007. Quand on lui demande si Harry, Ron et Hermione sont revenus à Poudlard d'une manière ou d'une autre après l'histoire, J.K. Rowling explique qu'elle imagine Harry revenir de temps en temps donner des cours de défense contre les forces du mal, et qu'évidemment, la malédiction a disparu en même temps que Voldemort. Poudlard est donc libéré et cette matière a pu garder un professeur pendant de longues années. Mais qui ça, on ne le sait pas. Comment Croutard est-il arrivé chez les Weasley ? Dans la 3e aventure, Ron a une belle surprise. Croutard, son fidèle rat, celui avec qui il dormait tous les soirs, était en réalité un sorcier peu ragoûtant. Peter Pettigrew, l'homme qui a trahi les parents de son meilleur ami et qui a conduit à leur mort. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la force mentale dont Ron a fait preuve pour ne pas finir traumatisé. Mais la question à laquelle l'histoire ne répond jamais, c'est comment Cudver s'est-il retrouvé chez les Weasley ? On sait comment Peter Pettigrew s'y est pris pour faire passer Sirius pour le traître qui a vendu James et Lily. Comment il a réussi à s'enfuir sous sa forme de rat, après s'être tranché un doigt, pour faire croire que Sirius l'avait tué. Sirius explique aussi, dans la cabane hurlante, pourquoi Cudver ne s'est pas enfui, n'a pas totalement disparu. Il s'est caché parce qu'il craignait les fidèles de Voldemort, après avoir provoqué indirectement sa disparition. Et il savait que Voldemort reviendrait un jour, qu'il valait mieux lui être utile à son retour. C'est pour cela qu'il a choisi d'infiltrer une famille de sorciers pour rester au courant de l'actualité du monde magique. Et il a réussi à se retrouver, comme par hasard, dans la famille du futur meilleur ami d'Harry Potter. Mais on n'a aucune explication sur la manière dont ça s'est produit. Surtout qu'avoir un rat chez les sorciers, c'est possible, mais ce n'est pas non plus la norme. Poudlard, par exemple, n'accepte que les hiboux, les chats ou les crapauds. Tout ce que l'on sait, c'est que Croutard a d'abord appartenu à Percy avant de revenir à Ron. Il est possible que Cudver ait fait en sorte de se retrouver dans la ménagerie magique, et que Molly et Arthur aient offert à Percy un rat, sans doute moins cher comme animal de compagnie. Mais ça paraît peu probable, puisque dans le 3e roman, on comprend que les rats du monde des sorciers ont des pouvoirs magiques, alors que Croutard est un rat ordinaire. Il n'y aurait aucune raison d'en vendre là-bas. Ou alors Cudver s'est retrouvé non loin du terrier et les Weasley l'ont recueilli. Après tout, c'est une famille qui a bon cœur. Peut-être que Percy a trouvé Croutard dans son jardin, qu'il a pris pitié de ce rat avec un doigt en moins et qu'il l'a protégé. Bon, ce n'est pas la question la plus fondamentale de la saga, je vous l'accorde. Mais je trouve que cette période de la vie de Peter Pettigrew pourrait être très intéressante à découvrir. Comprendre comment il en est arrivé à se retrouver si proche de Harry, sous bonne couverture. Comment les Potter ont-ils affronté 3 fois Voldemort ? Lily et James, pourtant morts dès le début de l'intrigue, ont malgré tout marqué l'histoire. Tous ceux qui ont été proches d'eux les décrivent comme des sorciers courageux, puissants et d'une grande bonté. Mais on manque de pas mal d'informations sur ces personnages et sur leurs relations. Comment sont-ils tombés amoureux, par exemple ? On sait que James Potter a longtemps essayé de se faire remarquer par Lily et qu'il s'y prenait très mal. Lily ne supportait pas son arrogance et son comportement avec Rogue n'arrangeait rien. Pourtant, c'est avec James qu'elle a fini par vivre une courte mais belle histoire d'amour. On sait juste que James s'est calmé et qu'ils sont sortis ensemble. Mais il n'y a aucune transition entre leurs accrochages et le moment où ils ont eu Harry. Aucun détail sur la manière dont les choses se sont passées. Est-ce que James a définitivement laissé Rogue tranquille au bout d'un moment ? Est-ce que c'est dans leur lutte contre les forces de Voldemort qu'ils se sont le plus rapprochés ? Ou est-ce qu'un autre événement a précipité les choses ? Mais surtout, et là c'est une énorme frustration pour moi, comment Lily et James ont-ils affronté Voldemort par 3 fois ? Dans le 5e roman, Harry découvre la prophétie qui le concerne, lui et Voldemort, l'annonce de l'arrivée d'un être élu, le seul capable de vaincre le Seigneur des Ténèbres pour de bon. Pour l'identifier, la prophétie explique à peu près quand il va naître et que ses parents auront déjà défié Voldemort 3 fois. Une description qui convient autant à Harry qu'à Neville Londubat. Et j'étais persuadé qu'on en saurait plus sur cette partie. Comment les Potter et les Londubat se sont-ils retrouvés à combattre Voldemort à plusieurs reprises et à s'en sortir vivants ? Est-ce qu'ils étaient en mission pour le tuer ? Est-ce qu'ils avaient un autre but et que Voldemort leur est tombé dessus ? Quand il entend une partie de la prophétie, le mage noir a l'air de comprendre tout de suite de qui il s'agit, donc il a dû réellement les affronter à plusieurs reprises. Mais J.K. Rowling n'a jamais développé ce point, qui donnerait pourtant 3 histoires passionnantes. De manière générale, on n'en sait pas tellement sur la première guerre des sorciers.
On connaît quelques événements, quelques noms de sorciers disparus du premier ordre du Phénix, mais ça manque de détails. Et les différents affrontements entre les parents de notre héros et le Seigneur des Ténèbres mériteraient clairement d'être approfondis. Est-ce que Severus Rogue avait déjà tué avant Dumbledore? Si vous avez besoin de questions sans réponse, de mystères, mais que Voldemort et Dumbledore sont déjà pris, il n'y a qu'à aller voir du côté de Severus. Rogue est un personnage tellement important dans la saga et tellement présent qu'on a l'impression de tout connaître de lui. Et pourtant, il reste encore pas mal de zones de flou le concernant. Déjà, on a l'impression de savoir beaucoup de choses sur l'époque des maraudeurs, mais c'est une idée reçue. On connaît les grandes lignes de leur amitié, comment ils sont devenus des animagis, et quelques conflits qu'ils ont eus avec Rogue, mais c'est bien mince comparé à 7 années entières de scolarité commune. Rogue et les maraudeurs, c'était des conflits constants, et Severus n'était pas qu'une victime innocente. D'abord, il n'était pas tout seul à Poudlard, il avait des amis, des fréquentations. C'est même l'une des raisons qui ont fait que Lily s'est éloignée de lui. Ses amis mange-morts. Severus faisait tout pour faire renvoyer les maraudeurs ou se mêler de leurs affaires. Et le peu que l'on sait, ça nous vient de personnages pas très objectifs ou directement des pires souvenirs de leur vie. C'est quoi la véritable histoire derrière cette image? Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la période où Severus Rogue a plongé pour de bon dans les ténèbres. Cette période où il est devenu pleinement un mange-mort et où il servait Voldemort volontairement. Car c'est quelque chose que beaucoup de ses adorateurs semblent oublier. Severus se reconnaissait dans les idées de Voldemort. Il l'a rejoint de son plein gré. J.K. Rowling a même précisé dans une interview que s'il n'avait pas aimé Lily, il n'en aurait rien eu à faire de Harry, de la prophétie et du reste. Il n'a changé d'avis que parce que Voldemort s'en est pris à celle qu'il aimait. Sinon, jusque-là, il était motivé à l'idée d'aider son maître à imposer son idéologie. Cela n'a pas duré très longtemps, quelques années, mais c'est largement assez pour imaginer un tas de choses. Surtout qu'il paraît que Rogue est rapidement devenu quelqu'un de très utile à Voldemort, un mange-mort proche de lui. Qu'est-ce que Severus a bien pu faire pour en arriver là? Est-ce que ses missions en tant que mange-mort l'ont amené à commettre l'irréparable? Severus avait-il déjà tué avant de pointer sa baguette sur Dumbledore? On n'en sait rien, et c'est bien dommage. Rogue est l'un des personnages les plus aimés par le grand public. Explorer cette époque de sa vie, où il a été le plus loin dans la haine, serait vraiment intéressant. Quelles sont les plus grandes peurs et les plus grands désirs des autres personnages? Dans le troisième roman, nos héros apprennent ce qu'est un épouvantard auprès du professeur Lupin. Cette créature qui prend l'apparence de la plus grande peur de celui qui la regarde. Une épreuve terrible, mais surtout un outil narratif très puissant qui permet de plonger dans l'intimité des personnages. Notre plus grande peur en dit long sur nous. Harry voit un détraqueur, symbole de la peur elle-même. Il ne fait jamais rien comme les autres, celui-là. Ron Weasley voit une araignée géante et Hermione, le professeur McGonagall, qui lui annonce qu'elle a raté tous ses examens. Neville voit Severus Rogue, Simus le spectre de la mort, Rémus Lupin la pleine lune. Dans le cinquième roman, pour Molly Weasley, l'épouvantard prend tour à tour l'apparence des cadavres de ceux qu'elle aime. J.K. Rowling a aussi révélé que Voldemort y verrait son propre cadavre et Dumbledore celui de sa sœur. Mais du coup, on se demande forcément à quoi ressemblerait l'épouvantard d'autres personnages. On imagine facilement celui de Hagrid, proche de celui de Molly. Celui de Rogue pourrait être le cadavre de Lily, ou une lotion pour les cheveux. La peur de perdre un proche est sans doute très répandue chez les personnages positifs. Mais il y a d'autres cas qui pourraient être très intéressants, comme Drago Malfoy par exemple. Quelle serait sa plus grande peur en troisième année? Son père? Harry Potter? Ça aurait pu donner une scène et des informations très intéressantes. Même chose pour Luna, personnage fascinant, à la fois étrange et très sensible, raisonnable. De quoi a-t-elle le plus peur au fond d'elle? Avant de rencontrer ses amis notamment. Et pour des personnages plus sombres comme Dolores Ombrage, après la forêt interdite, sans doute un centaure, mais avant ça. On peut se poser les mêmes questions pour les Patronus, ou face au miroir du Reset d'ailleurs. Le souvenir le plus heureux de quelqu'un, l'animal qui en ressort ou son plus grand désir, ça pourrait être passionnant à découvrir. Mais pareil, on ne connaît les rêves que de Harry, Dumbledore et Ron. Et on connaît la forme du Patronus que de quelques personnages seulement. Il me semble d'ailleurs qu'il n'y a que Harry dont on connaît le souvenir le plus heureux. C'est dommage, je suis sûr que ça apporterait pas mal à la psychologie de certains d'entre eux. À quoi pense Dumbledore lorsqu'il lance un Patronus? Et Severus, comment faisait-il? Sûrement un souvenir en rapport avec Lily, mais celui de sa mort a dû tellement le traumatiser. Il y a matière à creuser et à en savoir plus qu'on ne le croit sur nos personnages préférés. Mais que sont-ils tous devenus? Quand j'ai réalisé mes vidéos sur ce que sont devenus les personnages de la saga, j'ai été confronté à pas mal de frustrations. Harry Potter brille par le nombre de ses personnages. Des dizaines et des dizaines que l'on a adorés, détestés, aimés profondément. Et après la parution de son dernier roman, J.K. Rowling n'a pas hésité à donner des informations sur le futur de ses personnages ou sur le monde magique de manière générale. Pourtant, encore aujourd'hui, il y en a plein dont on ne sait rien, en dehors de l'histoire principale, même beaucoup dont le sort reste incertain.
L'un des meilleurs exemples, c'est celui de notre garde-chasse Rubeus Hagrid, un personnage fondamental dans la saga. On n'a pratiquement aucune information sur ce qu'il est devenu après la bataille de Poudlard. On sait juste qu'il ne s'est pas marié, qu'il n'a jamais eu d'enfant, et qu'à l'époque d'Albus Severus, il travaille encore à Poudlard. C'est bien pauvre pour un personnage aussi crucial. Il n'apparaît même pas dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. Ouais, c'est peut-être pas plus mal pour lui. Même chose pour Molly et Arthur Weasley, dont on ne sait pratiquement rien. Arthur a eu une promotion au sein du ministère, et c'est tout. On sait qu'ils ont eu beaucoup de petits-enfants, mais on n'a pas plus de détails sur ce qu'est devenu leur vie. Je ne demande pas non plus une biographie complète, mais quand même! Pas la moindre nouvelle de camarades Gryffondor très proches de Harry comme Seamus Finnegan ou Dean Thomas. Quant au professeur, c'est un peu la même chose. On ne sait rien sur le professeur Flitwick. On sait que, fatalement, Pomona Shura va céder sa place à Neville Londubat, mais sans plus de précision. Et comme je vous le disais, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Il y a pas mal de personnages dont le sort pendant la bataille de Poudlard reste incertain, surtout du côté des Mange-Morts. Beaucoup estiment qu'ils ont été tués pour la plupart, mais ce n'est jamais clairement précisé. Antonin Dolov, par exemple, l'ordure qui a tué Rémus Lupin. La dernière fois qu'on le voit, c'est à la fin de la bataille et il est simplement dit qu'il tombe au sol en poussant un cri, touché par les sortilèges du professeur Flitwick. J'imagine mal qu'il l'ait tué, plutôt qu'il l'ait neutralisé. Pareil pour McNair, le bourreau, catapulté dans les airs par Hagrid et qui s'effondre au sol inconscient. Yaxley aussi est mis à terre par George Weasley et Lee Jordan, mais je les vois mal abattre froidement quelqu'un. Est-ce que certains d'entre eux ont survécu? Ont-ils été envoyés à Azkaban ou ont-ils réussi à s'échapper? On ne le sait pas. Et qu'est devenu Cornelius Fudge? Argus Rusard? Sybil Trelawney? On n'aura jamais assez d'informations sur notre saga préférée. Si je suis passé à côté de quelque chose, n'hésitez pas à compléter la vidéo en commentaire ou à simplement me donner votre avis sur tout ça. C'est ensemble que l'on construit cette chaîne et que l'on fait vivre la flamme du monde des sorciers. On se retrouve très vite dans une autre aventure 100% Harry Potter, mais fait accompli.